Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver déjà pour cette 276e rencontre Vlil. Et ce soir, donc, on a la chance de recevoir Raphaël Meltz pour son ouvrage. Ce n'est pas un roman, c'est un ouvrage, un essai. Je ne sais pas d'ailleurs la classification qu'on pourrait lui donner. On en parlera peut-être tout à l'heure. Une biographie des biographies. On en parlera peut-être après. Aux éditions Bucher-Chastel, à travers les nuits. Et on parlera de ce titre si singulier qui se trouve au cœur de la correspondance de Franz Kafka. Alors Raphaël, bonsoir. Vous avez écrit sur Mallarmé, vous avez traduit Shakespeare, vous avez travaillé sur les offenses au chef d'État de Grévy à Sarkozy. Qui y a-t-il derrière la volonté d'écrire sur Franz Kafka aujourd'hui? Est-ce un matériau qui a germé depuis de longues années en vous? Oui, je pense que de toute façon, ce serait un peu fou de se mettre à écrire sur Kafka comme ça, bille en tête, sans en avoir une envie qui remonte à loin. Donc, euh, disons que c'est vraiment, pour moi, c'est... J'arrive plus exactement à me souvenir des années, mais c'est quand j'ai 16 ou 17 ans, c'est le moment où je découvre Kafka. Euh, Avec une passion, presque une folie comme on a, comme en tout cas moi j'ai quand j'aime l'œuvre d'un écrivain. Je pense à Roberto Bolaño, parce que je sais que vous l'aimez bien, Anthony, qu'arrive un moment où tout d'un coup je dis il faut absolument lire chaque mot de cet écrivain. Donc c'était le cas pour Kafka quand j'étais jeune. Je me souviens avoir tout lu de façon un tout petit peu obsessionnelle, et y compris donc des livres sur lui, mais c'était donc maintenant il y a 30 ans, hein, ce qui ne me rajeunit pas. Et bon, voilà, c'est quelque chose qui m'a accompagné très longtemps. Et puis, en fait, je me suis rendu compte, vraiment, là, de façon un peu circonstancielle, qu'on arrivait au centenaire de sa mort, là, en 2024, puisqu'il est mort en 1924. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être l'occasion. C'est vrai que les anniversaires, c'est toujours un moment, comment dire, qui fonctionne bien pour les éditeurs. Je vois que mon éditeur est là, on ne voit pas sa tête, mais je vois son nom qui s'est inscrit, donc je sais qu'il m'écoute. C'est vrai que c'est une stratégie éditoriale qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va parler des écrivains pour le centenaire de leur naissance ou de leur mort. Donc c'est vrai que c'est une occasion d'écrire, même si ça peut se faire un tout petit peu commercial. C'est aussi voilà, une astuce, on va dire, de chronologie. Donc je me suis dit, bah voilà, c'est le moment, on était en donc 2022, c'est le moment pour moi d'y aller, de m'y mettre. Et puis là-dessus, s'est posé tout de suite la question de qu'est-ce que ça veut dire d'écrire sur Kafka, qui est, si ce n'est en tout cas un des peut-être des 10 écrivains qui ont généré le plus de livres. Donc on n'arrive jamais, on est déjà, voilà, on est non pas ni le premier, ni le dixième, ni le centième, mais peut-être plutôt le 10, 15 ou 30 millième à écrire dessus. Donc évidemment, ça fait une sacrée responsabilité parce que il faut se dire, bon, ben voilà, j'ai quelque chose de nouveau à dire sur un auteur sur lequel tout a été dit, tout et le reste. Donc je me suis posé pas mal de questions, j'ai essayé plusieurs choses. Je suis parti dans des directions assez différentes. J'ai même failli renoncer à un moment en me disant que je n'y arriverais pas, que je ne trouvais pas la bonne façon de faire. Et puis finalement, voilà, c'est devenu ce livre un peu hybride, en effet, qui est comme une espèce de plongée euh, à la fois biographique et en même temps tellement resserrée, puisqu'en fait, c'est essentiellement centré autour d'une nuit, hein, la nuit où il écrit le verdict. Et bon, voilà, c'était aussi pour moi une façon de travailler la question de la matière biographique, qui est une question que je trouve très intéressante. Et je voulais aussi que ce livre-là soit pour moi qui est cette démarche, en fait, de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que d'écrire sur quelqu'un qui a réellement existé. Alors, vous dites que cela se passe uniquement dans cette nuit, mais finalement, le livre, quand même, aborde l'avant et l'après, puisque avant et l'après, cette nuit du 22 septembre 1912, où Franz Kafka écrit d'une traite le verdict pour sa seule et unique fois, et on reparlera juste après de cela. Mais pour comprendre une date, pour comprendre un événement, il faut obligatoirement avoir accès aux événements passés, aux événements futurs, puisque là, on est quand même dans une période qui est déjà passée, mais le labyrinthe bolognesque est là. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de ça, de cette volonté de faire ressurgir déjà cette nuit-là. Que s'est-il passé concrètement cette nuit-là?
Et pourquoi avoir décidé de faire ressurgir cette seule et unique fois où Franz Kafka en tout cas, est content de son travail, est plutôt content de son travail. Il est content et puis surtout, il a écrit une histoire d'une traite. Ça, c'est ça qu'il ne reproduira jamais, c'est-à-dire il recherchera plusieurs fois dans sa vie à faire des textes courts en une seule fois, mais en fait, il n'y arrivera jamais. C'est la seule fois où, parce qu'en fait, là, il commence à 22 heures et il finit à 6 heures du matin. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, en effet, quand à un moment, je me suis dit, en fait, le sujet de mon livre, ça va être ça va être cette nuit-là, la nuit du 22 au 23 septembre 1912, la nuit où il écrit Verdict. Je me suis dit, mais voilà, ça, c'est une idée justement nouvelle, puisque personne n'a écrit dessus, donc c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis, en fait, c'est une arnaque, en fait. On ne peut pas faire un livre entier sur une nuit, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de sources sur la nuit elle-même. On en a un petit peu, mais on n'en a pas. Donc, je ne vais pas faire un livre entier. Donc, évidemment, ce que je dois faire, c'est raconter ou construire un récit qui nous amène à cette nuit-là. Et en effet, essayer de montrer en quoi cette nuit, elle est vraiment particulière à ce moment de sa vie. Il a 29 ans, donc c'est plus le jeune Kafka, c'est pas non plus le Kafka il n'a pas encore commencé à écrire ses romans, puisqu'il va écrire justement, il va commencer à écrire son premier roman juste après cette nuit-là. Donc c'est un moment de bascule. Et en effet, moi, ce qui m'intéresse, c'est mais ça, je m'en suis peut-être même rendu compte après, finalement. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, en fait, quand est-ce qu'un écrivain devient l'écrivain qu'on sait qu'il est maintenant. C'est-à-dire que cette nuit-là, ce récit, ce verdict, c'est ce qui fonde, en fait, le Kafka écrivain. Et c'est comme la première brique de tout ce qui va devenir ensuite, puisqu'en réalité, il a écrit des textes avant. Ça fait des années qu'il écrit, ça fait plus de 10 ans qu'il écrit, mais jusqu'à présent, aucun des textes qu'il avait écrits ne lui correspondait complètement, ne le satisfaisait. Et il y a juste un petit recueil donc, de nouvelles qui sort précisément à ce moment-là. Et ce sont des nouvelles qu'il n'a pas, qu'il a rejetées ensuite. Donc le verdict est aussi le premier texte qui, dans sa fameuse lettre testament, il fait 2 lettres testament, mais dans une des 2, il fait la liste des textes qu'il considère pouvoir rester, en fait. Et en fait, le verdict est le premier de la série des textes dont il considère qu'ils doivent rester. Donc, alors voilà, ça c'est pour répondre à la première partie de votre question. Et ensuite, en effet, c'est comment bâtir, moi, un texte qui tienne la route juste sur cette nuit. Et donc là, j'ai choisi une construction un tout petit peu tordue parce que sans doute que mon cerveau m'empêche de faire les choses de façon trop simple. Donc j'ai construit en plusieurs chapitres en amont qui sont des chapitres où en fait je m'éloigne de plus en plus de la nuit en retissant à chaque fois des fils qui sont donc à la fois chronologiques et thématiques. C'est-à-dire qu'en gros, je fais d'abord les derniers jours, ensuite les derniers mois, et ensuite les dernières années. À chaque fois, en réalité, je mets un peu l'accent sur une des thématiques de la vie de Kafka dans ces moments-là. Et à chaque fois, évidemment, tout ça converge sur cette nuit du 22 septembre. Beaucoup de vous. Il n'y a pas tant que ça de Raphaël Meltz dans l'ouvrage, ce qu'ont tendance à faire la plupart du temps certains biographes, et vous tapez clairement sur certains biographes, ou en tout cas vous mettez l'accent sur certaines de leurs erreurs ou certaines de leurs fantaisies, on en parlera après, mais vous dites aussi dans les remerciements la difficulté de se confronter à lui, mais aussi la tendresse écrasante à lui ressembler. La tendance, pas la tendresse. J'ai de la tendresse pour lui La aussi, mais là, tendance, c'était la pardon. tendance. Pardon, la tendance. La tendance écrasante à lui Euh, ressembler. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'il y a une certaine gémellité entre lui et vous aussi? Comment ça vous serait, l'expliquez? ouais, non, ça serait prétentieux de parler de gémellité. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un double effet, c'est-à-dire, en effet, il y a un sentiment, en général, mais on le dit, de tous les gens qui travaillent sur des biographies, on a tendance à s'identifier à la personne sur laquelle on écrit, ce qui est très problématique. C'est-à-dire qu'en effet, on a tendance à lui ressembler. On va avoir, je ne sais pas, si on écrit sur quelqu'un qui bégaye, on va se mettre à bégayer. Si on écrit sur, j'en sais rien, sur un fasciste, on peut changer d'idée politique. Non, j'exagère, mais en tout cas, c'est vrai que c'est troublant quand on se plonge dans la vie de quelqu'un parce qu'on a tendance quand même à partager de trop près sa vie. Donc ça, c'est un premier truc. C'est vrai que par exemple, le côté très hypochondriaque, très sombre de Kafka, je voyais bien qu'il me prenait un tout petit peu à la gorge, c'est le cas de le dire, puisque c'est quelque chose d'important chez lui, la question du larynx, puisqu'il est mort d'une tuberculose qui est montée jusqu'au larynx.
En revanche, sur la question du jeu, de la présence de l'auteur, oui, ça c'est sûr que c'est drôle parce que vous savez, je me suis occupé pendant longtemps d'une revue qui s'appelait Le Tigre, et c'était une revue dans laquelle, au contraire, je défendais très fortement l'usage du jeu dans le journalisme. Bon, voilà, pendant longtemps, maintenant, les choses ont un petit peu changé, mais pendant longtemps, on a repoussé, on a toujours dit qu'il ne fallait pas mettre la subjectivité du journaliste en scène dans ses articles. Moi, je défendais au contraire l'idée que c'était normal et sain quelque part que l'auteur d'un texte, en réalité, soit présent dans le texte, dans un texte de journalisme. Là, en l'occurrence, pour une biographie, c'est très différent parce que ce qui me dérange, moi, le plus dans les biographies, ce n'est pas tellement la présence de l'auteur, qu'un auteur soit là, parle, ou plutôt nous dise d'où il parle, c'est tout à fait légitime. Ce qui me pose problème, c'est la capacité qu'ont beaucoup de biographes à décider qu'ils vont remplir les trous qui sont posés par les lacunes de source. Les lacunes de source, elles existent évidemment toujours. Dans le cas de Kafka, c'est très particulier parce que, comme je le rappelle dans le livre, en fait, de son vivant, il était très peu de gens ont anticipé que ça allait devenir le grand écrivain qu'on célèbre maintenant. Donc finalement, il y a peu de témoignages qui datent réellement de son vivant. Il y a énormément de témoignages qui ont été écrits après, en gros, après la Seconde Guerre mondiale, de gens qui se sont souvenus, en gros, du temps qu'ils avaient passé avec Kafka. Mais évidemment, c'est très déformé, puisque ce sont des souvenirs qui ont déjà une vingtaine ou une trentaine d'années, et par ailleurs, qui sont comment dire, biaisés par ce qu'est devenu le Kafka après 1945, c'est-à-dire un mythe. Voilà. Mais par ailleurs, donc, on a comme source beaucoup de textes de Kafka lui-même, que ce soit ses lettres ou ses journaux. Mais évidemment, d'abord, c'est son point de vue à lui, donc ça, c'est très connu. Hein. Il écrit de nombreuses lettres à plusieurs femmes différentes. On n'a quasiment jamais des lettres que lui a reçues. Et puis, en effet, on a de façon, comment dire, courte, mais pas négligeable, le journal de Max Brod, hein, qui est son fidèle compagnon, son fidèle ami, qui en effet a écrit des traces en temps réel. Donc ça nous permet ça. Mais bon, voilà, évidemment, il y a beaucoup de trous, comme il y a toujours des trous dans la vie des gens. Mais ce qui, moi, me dérange toujours dans la biographie, c'est que les biographes se sentent autorisés, voire même un peu obligés à donc dire ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils sentent, ce qu'ils comprennent en fait de l'auteur, de la personne plutôt dont il est question, donc en l'occurrence de l'auteur Kafka. Et donc réécrivent complètement, parfois d'ailleurs sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que je prends un exemple qui pour moi est très probant justement de la différence entre écouter un écrivain et raconter en gros sa vie ou inventer sa vie. C'est un moment justement où Kafka se retrouve au moment de la rupture, la première rupture avec sa fiancée Félicée, donc c'est un peu après 1912, hein, c'est à l'été 1914. Et en fait, il prend des notes après dans son journal, qui sont des notes très brèves, presque des phrases nominales très courtes, où il décrit Félicée, la façon dont et en fait, le biographe donc allemand qui a fait la biographie de référence, Rainer Stasch, écrit, si vous voulez, en utilisant ces petites phrases nominales, mais en les reprenant à son compte, comme s'il était en train d'écrire une scène. Et en fait, ça semble la même chose. On peut dire que quelque part, il ne triche pas, parce qu'en fait, il utilise les mots de Kafka. Mais le simple fait de reformuler en disant « Ah, mais Félicée avait les cheveux comme si, elle fit un regard comme ça », alors qu'en fait, Kafka a écrit juste regard comme ça, c'est pas du tout la même chose. Quand Kafka prend une note, c'est une note, c'est une espèce de choc que lui ressent. Quand le biographe dit elle faisait des regards comme ça, il généralise quelque chose qui est juste un sentiment. Et puis surtout, en fait, c'est le point de vue de Kafka, c'est pas un point de vue du tout objectif. Or, le biographe, lui, quand il raconte l'histoire, il est objectif l'histoire. Il nous donne le sentiment qu'on est en train d'observer la scène, nous, depuis notre point de vue justement extérieur. Or, en réalité, c'est le point de vue intérieur de Kafka qu'il est en train de remixer, quoi. Et donc, voilà, moi, je voulais vraiment ne pas tomber dans ce piège-là, dans ce panneau-là. Et donc, ça voulait dire, encore une fois, non seulement, évidemment, moi, ne pas me mettre en avant, mais surtout, ne pas chercher à dire ce qu'il n'y a pas, en fait. Tous les manques, tous les trous, je ne vais pas les combler. Et par ailleurs, bien rappeler que c'est Kafka qui parle et que ce n'est pas une instance objective qui est en train de raconter quelque chose, c'est son point de vue sur les choses. Et c'est pour ça que moi, ça me semblait très important de bien montrer dans le livre, voilà, en fait, je cite Kafka, quoi. C'est-à-dire que c'est Kafka qui vous raconte l'histoire. Moi, mon boulot, c'est presque comme un travail de montage. Je vais chercher, en fait, ce que je veux vous faire entendre et
à vous, lecteurs, d'entendre et d'écouter en fait Kafka qui vous raconte les choses, puisque de toute façon, ce que je vous raconte, c'est de son point de vue. Alors évidemment, quand il y a d'autres points de vue, ça arrive, il y a quelques moments où j'ai d'autres points de vue. Alors là, évidemment, je vais les citer parce que ça nous permet justement, par la confrontation des différents points de vue, d'avoir plus d'épaisseur, on va dire, dans le récit de la scène. Mais voilà, en tout cas, faire très attention à respecter quelque chose qui est je ne suis pas en train de vous donner à voir objectivement ce qui est arrivé à cet écrivain Franz Kafka, parce que ça, personne n'a le droit de le faire, personne ne peut le faire. Alors, en effet, je pourrais faire du roman. Il y a certains biographes qui font quasiment du roman. Enfin, c'est spectaculaire, qui inventent des choses et tout ça. Bon, alors évidemment, non, moi, je ne vais pas faire ça, mais en revanche, ce que je vais essayer de faire, c'est vous faire entendre ce que lui a raconté. Et en effet, c'est par le récit que moi, je reconstruis de ses propos, de ses souvenirs aussi, de son journal, donc de ses lettres, et bien avec ça, j'essaye de vous de vous faire comprendre ce que lui a vécu, de son point de vue. Qui se sont crus autorisés à disséquer la psyché de Kafka comme si c'était un objet leur appartenant. C'est cela? Oui, mais je comprends, enfin, je comprends que les gens tombent dans ce piège-là parce que ça donne très envie. Moi, j'ai dû me retenir très souvent parce qu'en fait, on voit une phrase, on a envie de la commenter, on a envie ah, mais bien sûr, en fait, là, il pense ceci. On ne sait rien ce qu'il pense, en fait, c'est juste il a écrit ça. Donc après, nous, chacun individuellement, on peut décider, ou alors en effet, moi, en tant que biographe, je peux dire, moi, ça me donne le sentiment que, mais le problème du biographe, c'est que très vite, il se fait un peu embarquer par son imagination, par son excitation, et il perd un tout petit peu justement cette rigueur. Et en fait, c'est toute la difficulté dans laquelle j'étais moi, il fallait que je reste très rigoureux, presque obsessionnellement rigoureux, justement, toujours bien dire, voilà ce qui est dit, voilà ce qu'on sait, voilà en termes de date, où est-ce qu'on en est, ainsi de suite. Et en même temps, il fallait quand même que j'arrive à construire un récit qui soit, comment dire, prenant pour le lecteur. C'est-à-dire que il ne s'agit pas non plus de faire, je ne faisais pas une thèse en disant, voilà, il a dit ça à telle heure, ensuite il a dit ça à telle heure, et puis peu importe en fait le récit. Moi, je suis aussi en train d'écrire un livre, donc il faut que mon livre il fonctionne. Donc, c'était ça la difficulté, le jeu aussi, parce que c'était un plaisir d'essayer de construire. Donc, en effet, d'où cette idée dont je vous ai parlé de faire des cercles comme ça, de plus en plus larges, qui convergent tous vers le même moment. Ça me permettait aussi, moi, de travailler un peu sur une espèce de tension, comme un ressort qui se tend de plus en plus, ou comme si on tirait une flèche de plus en plus loin, et puis à un moment, elle va partir. Donc voilà, c'était ça qui était intéressant, c'est que ma construction, j'étais complètement libre justement de la travailler autant que je voulais. En revanche, j'étais pas libre d'intervenir, on va dire, sur ce que je n'avais pas, c'est-à-dire les trous par rapport à ce que raconte Kafka. Et par exemple, la nuit, le récit qu'il fait de la nuit, c'est un texte qui est extrêmement beau, parce qu'il l'écrit dans son journal le lendemain. Il fait le récit en quelques lignes, en fait, de ce que lui a ressenti. Mais c'est tout ce qu'on a, en fait. On n'a rien d'autre que ces quelques lignes. Donc, une fois qu'on les a citées une fois, bah, voilà, on les a citées. Donc, à moi de me débrouiller justement pour épaissir, on va dire, par rapport à cette base, parce que justement, je ne peux pas me permettre d'inventer ce que je ne sais pas. Que pourrait-on dire? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses pour lesquelles vous vous justifiez, que ce soit pour la traduction, que ce soit pour la traduction des titres, que ce soit pour les notes qui font à peu près une bonne vingtaine, trentaine de pages avec la biographie également. C'est quand même un ouvrage extrêmement précis, concis. Est-ce justement parce qu'il y a une multiplication des ouvrages sur Kafka que justement vous êtes obligé de vous justifier sur tout ce que vous faites dans l'écriture? En fait, ça serait sur Tartampion, je ferais pareil. Hein. Ça, c'est une histoire de rigueur personnelle. Pour moi, c'est pas envisageable de ne pas être parfaitement rigoureux et notamment de donner accès au lecteur à l'ensemble des sources à partir desquelles j'ai travaillé et justement des questions qui sont posées, que ce soit justement, là, comme vous le citez, la traduction des titres, la traduction, enfin, le choix justement des moments chronologiques, les références bibliographiques, etc. J'ai souvent fait ça hein, dans mes livres. Je l'ai même fait pour un roman. J'ai écrit un roman qui s'appelle Jeu Nouveau, qui se passe à Mexico, qui est une espèce de parcours de Mexico avec un jeu qui mélange des écrivains, des militaires, etc. Et en fait, la deuxième partie du livre, ce sont des notes
où je commente en fait les événements historiques qui sont dans mon roman et que tout d'un coup, on va dire, je vais expliciter par des notes comme des notes historiographiques. De la même façon, dans la bande dessinée Des Vivants, dont j'ai écrit le scénario avec Louise Moatti et avec des dessins de Simon Roussin, qui est une bande dessinée qui était consacrée aux résistants du Musée de l'Homme, un des premiers réseaux de résistance en France. On avait fait ce travail aussi alors on avait déjà utilisé leurs propres mots aux personnages pour construire la bande dessinée. Puis à la fin, il y a un gros cahier de notes où justement on a aussi explicité de façon très détaillée à la fois notre méthode d'écriture et les sources et les biographies des différents personnages. Pour moi, c'est très important parce que, encore une fois, alors c'est vrai, tous les auteurs ne font pas ça, soit parce que ils ont pas envie qu'on repasse derrière eux, soit parce qu'ils ont, j'en sais rien, ils pensent que leur talent suffit à emporter l'adhésion. Moi, c'est peut-être ma formation d'historien, j'avais fait des études d'histoire. Pour moi, c'est impossible de citer quelque chose sans le sourcer. Donc, en effet, je le source, mais c'est aussi très important pour moi d'expliciter ma méthode de travail. Et en effet, là, dans le livre, c'est vrai que souvent, j'explicite ma façon de faire dans le livre lui-même, parce que je trouve que justement, le fond et la forme sont liés, surtout dans cette recherche biographique un peu particulière. Et puis, alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que justement, dans les enjeux qui étaient très, très importants pour moi aussi, c'était la question de la traduction de Kafka. Parce que, en fait, en français, aujourd'hui, on ne peut pas lire un seul Franz Kafka. Différentes personnes ont traduit différents textes de Kafka. Il y a personne n'a eu, ce que je peux comprendre, puisque c'est quand même beaucoup, beaucoup de textes, mais personne n'a fait une édition complète de l'ensemble des deux œuvres de Kafka avec le même traducteur. Donc, il y a ces voies un petit peu multiples qui, moi, me posaient problème, surtout que voilà, certaines choses me semblaient bien traduites, d'autres un peu moins bien. Et donc, j'ai demandé, ça a été une des premières demandes que j'ai faites à Haters, de pouvoir travailler avec quelqu'un qui traduirait l'ensemble en fait, des textes de Kafka que j'allais choisir pour que le Kafka qu'on entende dans mon livre soit le même et non pas multiple, quoi. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Odile Demange, qui est une traductrice, qui traduit de l'allemand, mais également de l'anglais. Et donc, on a passé beaucoup de temps ensemble, puisque donc, moi, j'avais d'abord travaillé à partir des textes en français que j'avais de Kafka, puis après, on a dû chercher les textes d'origine en allemand, et puis donc, là, elle les retraduisait, et puis parfois, moi, je dialoguais avec elle aussi en lui disant ce que moi je ressentais, ce que je comprenais à la fois d'un point de vue, on va dire, global, puisque j'avais la vision globale de Kafka, parce que je venais de tout relire, donc j'avais bien tout en tête. Et puis aussi, comme moi, en tant qu'écrivain, comment moi j'entendais en fait ce que Kafka cherchait à dire à ce moment-là, ou comment il le disait. Et c'est vrai que du coup, voilà, il y avait un dialogue entre elle et moi, qui était un dialogue passionnant. Moi, je ne suis pas germanophone, donc je restais un petit peu extérieur, mais en revanche, à force de pratiquer Kafka, j'entendais quelque chose de lui. Et voilà, j'étais comment dire, très, très attaché à cette question de la retraduction et cette question du Kafka que moi je crois percevoir et que je veux pouvoir transmettre aux lecteurs français. Travailler la matière brute avec les répétitions, avec toutes les aspérités, sans jamais gommer ce qu'écrivait Kafka. Ça fait partie aussi du processus de traduction. Oui, c'était drôle parce que Odile, bonne traductrice, très professionnelle, me disait oui, mais là on pourrait utiliser un synonyme pour éviter de se répéter. Et je disais ben non, parce qu'en fait c'est le journal de Kafka, donc il utilise deux fois le même mot, parce que voilà, quand on écrit un journal, on écrit deux fois le même mot. Donc ben, c'est très important au contraire de garder le fait qu'il utilise deux fois le même mot. Et donc on ne va pas utiliser de synonyme. Et voilà, c'est toute la tension, on va dire, qui existe, la différence qui existe aussi quand on traduit une œuvre et qu'on doit peut-être lui donner une certaine fluidité. Et puis moi qui utilisais ces extraits, où je voulais justement qu'on soit parfaitement dans l'état d'esprit dans lequel est Kafka au moment où il les écrit ou dans ses lettres. Et donc pour moi, c'était très très important d'être le plus fidèle possible, y compris d'ailleurs, c'est très intéressant, il y a un moment assez incroyable justement dans le lendemain de la nuit du 22, donc le 23 septembre, quand il reprend dans son cahier le récit de sa nuit. Donc il cite une série d'auteurs auxquels il a pensé quand il écrivait le verdict. Et puis, en fait, dans une parenthèse, il cite Franz Werfel, qui est un jeune poète qui est très à la mode, qui a une dizaine d'années de moins que lui et qui commence à avoir énormément de succès, donc alors qu'il a tout juste 20 ans, quoi. Et Kafka, bon, ils ont une relation
justement un peu complexe, un peu Kafka est quand même quelque part son aîné et tout ça, mais en même temps, le jeune Franz Werfel fait un peu feu de tout bois quand ça justement se libérait un peu de ce groupe qui était formé par Brod, Kafka, et a volé de ses propres ailes. Et donc, en fait, Kafka met entre parenthèses juste un mot, un infinitif, après avoir cité son nom. Et en fait, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire éliminer, ça peut vouloir dire écraser. Et c'est incompréhensible, en fait. On ne sait pas ce qu'il veut dire à ce moment-là. Et donc, il y a des traducteurs qui ont traduit ce passage, qui ont tout simplement enlevé cette parenthèse parce qu'ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Donc, en effet, moi, non seulement on l'a gardé, donc avec Odile, on a choisi pulvériser parce que je pense qu'il y a quelque chose qui s'exerce à ce moment-là dans l'idée qu'il veut montrer que quelque part, il a réussi à donc écraser ou exploser Werfel, avec qui il est dans une espèce de sourde tension et opposition. Mais justement, du coup, immédiatement, je commente en fait en disant, ben voilà, en fait, le verbe allemand, c'est ça. Ça a été traduit de telle façon, ou pas du tout traduit, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement. Mais ce qui est très important pour moi, c'est justement de dire, ben voilà, on ne sait pas ce qu'il a mis dans son journal, mais pourtant, il l'a mis. Donc, c'est ça aussi, les carnets d'un écrivain, les lettres d'un écrivain. Elles sont parfois obscures. Il y a certaines phrases. Parfois aussi, il dit dans une même lettre, il dit quelque chose, puis son exact inverse. Donc, on ne comprend pas. Mais c'est vrai que ce serait trop facile de lisser un peu tout ça pour le rendre voilà, plus propre et plus facile à lire. Non, pour moi, c'était très important de garder voilà, les problèmes, on va dire, qui sont posés par l'écriture un peu brutaliste, hein, qui est celle d'un journal ou d'une lettre. Les mots sont extrêmement précis, choisis. Les phrases sont la plupart du temps très courtes. On est quasiment sur une écriture dactylographiée. C'est extrêmement intense et en même temps parfois banal. Justement, vous avez fait en effet, je pense, le bon choix de traduire tous les mots, puisque chacun, j'imagine, a son importance. Oui, 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 c'est une écriture qui est très étonnante, Kafka, parce que c'est une écriture qui est en effet très resserrée euh, et qui arrive avec, c'est assez simple. Enfin, je veux dire, c'est pas en effet des longues phrases très complexes, mais en effet, vous le dites très bien, c'est très précis et surtout, il y a une puissance qui s'exerce. C'est vraiment, voilà, je mime le coup de poing parce il y a quelque chose de l'ordre de l'extrême puissance très resserré, quoi. Et c'est vrai que pour moi, c'était très important qu'on arrive à rendre ça en français. Bon, je vais pas citer les différentes traductions pour les commenter, mais c'est vrai qu'il y a certaines traductions qui ont tendance un tout petit peu à affadir pardon, Kafka, à le rendre plus, voilà, quelque part plus lisible, mais du coup plus propre, quoi, plus sage. Et en fait, c'est un peu rugueux, mais en revanche, c'est extrêmement puissant. Et moi, je voulais ressortir cette puissance. Je parle même pas des anciennes traductions hein, de Vialat qui ont fait couler beaucoup d'encre parce que Alexandre Vialat, le premier traducteur, enfin un des premiers traducteurs de Kafka, enfin le premier, oui, en l'occurrence chronologiquement, en France, a réécrit complètement Kafka à sa sauce. Et en effet, pendant très longtemps, on a eu une lecture en France qui était biaisée parce que c'était celle que Vialat avait imposée aux lecteurs français. Elle n'était pas bonne. Mais depuis, évidemment, il y a eu plein de retraductions. Et justement, je trouve que c'était important voilà, de garder quelque chose de cette dureté, de cette tension, et en même temps de cette simplicité. Et donc, dans le livre, on a choisi donc avec l'éditeur de mettre le verdict au milieu du livre, justement parce que au moment où on est arrivé, au moment de la nuit, voilà, je dis bah voilà, tout d'un coup on va relire le verdict. Et donc le texte a été aussi retraduit par Odile Demange. Et c'est vrai que c'est très étonnant, c'est très simple en fait. Kafka, en fait, on se fait sans doute une image plus complexe de son écriture parce que on pense justement au côté kafkaïen, etc. Mais en réalité, c'est très simple mais c'est des petites choses très simples, il arrive à construire des univers tout d'un coup. C'est comme si en effet des fenêtres s'ouvraient vers des infinis effrayants. Et bon, voilà, je pense, la particularité de son écriture et sa force. Et bon, voilà, moi je traduisais pas, on a très très peu utilisé de fiction, donc il y a eu juste le verdict, mais sinon c'est ces textes de non-fiction. Enfin, c'est pas ces textes de fiction, parce que c'est les journaux et les lettres, mais même dans ces textes-là, il y a on va dire, ce ratio peu de mots, beaucoup de puissance. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Raphaël.
J'avais une question peut-être un petit peu plus personnelle. À l'instar des biopics au cinéma, les acteurs ou les réalisateurs sont très longtemps, en tout cas plusieurs semaines, voire plus, auprès de quelqu'un de connu, hein, donc d'un personnage, si on peut dire, d'une personne, hein, d'une personnalité. Et je me pose la question aussi, quand on écrit sur quelqu'un de connu, je me pose la question suivante, c'est qu'est-ce qui reste en vous de Kafka aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Parce que c'est aussi une question, je pense, peut-être particulière aussi par rapport à Kafka. Vous le disiez à l'instant, on s'en fait aussi tout un monde, mais il y a aussi tout un univers. Et finalement, qu'est-ce que vous gardez, vous, en vous, après avoir écrit ce livre? Alors, je pourrais dire plusieurs choses. Déjà, euh, ce qui était très étonnant, c'est que je me souviens qu'est arrivé un moment où j'avais remis le manuscrit à l'éditeur, et puis donc j'attendais qu'il le lise et qu'on retravaille dessus. Et en fait, ça faisait à peu près 6 mois où je travaillais toute la journée sur Kafka, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, je ne faisais que ça, quoi. Et quand je dis que ça, c'est que ça, que ça, que ça. C'est on devait passer sa journée à dialoguer, à chercher, à écrire. Et tout d'un coup, Ouais, en cafard, ça va. voilà, enfin, c'est ce que vous dites parce que vous me voyez comme ça maintenant, mais vous ne m'avez pas vu à ce moment-là où je devais ressembler un petit peu à un cafard blême. Et donc, à un moment, en fait, je me souviens, je passe devant mon bureau et je vois des piles, parce qu'évidemment, j'avais des piles de livres, tout, bon, voilà. Et tout d'un coup, je me suis dit, putain, mais ça fait 3 ou 4 jours que je n'ai pas ouvert un texte de Kafka, un livre de Kafka ou quelque chose sur lui et tout. Ça fait quand même du bien de pas être avec lui, quoi. Parce que c'est vrai que c'était un peu étouffant. Et c'est vrai que quand j'ai fini le livre, après avoir corrigé pour la dernière fois les troisièmes épreuves et que c'était terminé, ça partait à l'impression. Je me suis dit, ouf, j'ai rangé. Et c'est vrai que ça, c'est un peu, on va dire, le paradoxe de cette situation, c'est que, alors que c'est un écrivain que j'adore, qui était vraiment un écrivain très, très important pour moi, j'ai eu vraiment un trop-plein, quoi. Un sentiment un peu de dégoût. Et c'est vrai que là, je n'imagine pas lire du Kafka avant longtemps parce que voilà, j'ai besoin de reprendre un peu d'air, de le remettre un peu à distance. Donc, c'est vrai, finalement, ce que je disais tout à l'heure, et cette question de Sandra, qui d'ailleurs a disparu, j'ai l'impression, entre-temps. Euh, ah non, non, elle est là, oui, oui, en fait, les fenêtres changent de place. Euh, c'est vrai que non, ce que je disais, c'est qu'on a tendance quand on écrit la vie de quelqu'un, on a tendance à un petit peu s'identifier à lui, à être trop proche de lui et tout. Moi, je trouve ça un peu étouffant. Enfin, j'ai trouvé ça étouffant, mais c'est vrai aussi, c'était lié aussi au fait que ce livre, je l'ai écrit très vite, donc dans un sentiment où je devais ne faire que ça tout le temps et beaucoup et en urgence quelque part. Et c'est vrai que voilà, quand le trop-plein est vraiment déborde, on va dire, il y a un moment où c'est stop, où j'avais plus envie. Et c'est vrai que voilà. Mais là, j'ai relu le livre, vous voyez, tout à l'heure, pour préparer cette rencontre, mon livre. Et donc, je me suis dit que quand même, j'avais encore du plaisir à dialoguer avec lui. Donc, c'était pas complètement fini. Mais c'est vrai qu'en tout cas, juste après, il y a un moment il y a un moment où moi, en tout cas, je n'en avais plus envie, j'avais plus envie d'en entendre parler parce que quelque part, c'est lui qui m'avait martyrisé. C'est-à-dire qu'en fait, et puis, même si évidemment j'étais centré sur cette nuit, je vais jusqu'à sa mort. Donc, c'est en plus la fin du livre, c'est toujours dur d'écrire la mort de quelqu'un. Donc voilà, c'est une espèce de double poids là que j'avais. Et c'est vrai que ça fait du bien après de se dire, bon, ben, maintenant, j'ai le droit de passer à autre chose. Je me suis senti un peu libéré quand j'avais le droit de ne plus vivre au quotidien avec Franz Kafka. Sur la possibilité que Kafka nous ait tous dupés en réalité avec son journal. Est-ce qu'il est possible que son journal ne soit qu'une grande métaphore et qu'au final, rien ne soit véritablement comme il l'écrit? Est-ce que quelqu'un a peut-être travaillé là-dessus, je ne sais pas, ou au contraire, il y a des preuves matérielles qui prouvent que ce n'est pas envisageable? Disons que, ouais, en fait, ça serait beau si on n'avait qu'un journal comme ça et qu'on n'avait aucune autre trace. Mais on a quand même pas mal d'autres traces sur lui et de lui. Donc, en réalité, tout est assez facilement recoupable et vérifiable.
Donc malheureusement, tout ce qui est dans son journal, ou heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même une vie qui est incroyable, qui est passionnante et qui est en effet très particulière. Mais notamment, justement, je vous parlais de Max Brod. Alors Max Brod a beaucoup écrit sur Kafka après sa mort, donc on peut toujours se dire qu'il aurait pu éventuellement reconstruire pour jouer, on va dire, à la demande de son ami qui lui aurait dit, écoute, après ma mort, tu continueras à faire comme si tout ce que j'ai raconté est vrai. Mais c'est vrai qu'on a son journal, donc on a le journal de Brod aussi qui est daté en temps réel. Donc ça voudrait dire un travail de faussaire vraiment très très bien mené en amont, avec deux personnes qui écrivent en même temps, aux mêmes dates, des choses fictives pour nous duper ensuite. J'ai du mal à le croire. Et puis, il y a en plus quand même beaucoup de lettres. Puis surtout, ça voudrait dire que toute sa vie aurait été entièrement fictionnelle et qu'il n'aurait pas du tout eu de vie réelle, puisqu'on n'aurait pas eu d'autres récits. Quand même, après la mort de Kafka, dans les années 30, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas trop. Enfin, moi, en tout cas, j'ai découvert des gens ont commencé à s'intéresser à lui, à écrire sur lui, en fait, dès les années 30. Et notamment une Française qui s'appelait Hélène Zilberberg, qui en fait a commencé une thèse sur Kafka. Et elle est partie à Prague dans les années 36-37 et elle a rencontré en fait les trois sœurs de Kafka. Les deux parents de Kafka étaient morts, mais les trois sœurs étaient évidemment vivantes. Et donc, elle les a fait parler. Et donc, c'est une histoire qui est complètement tragique, enfin, que je rappelle dans le livre d'ailleurs. Tous les proches de Kafka, sauf ceux qui sont partis avant 1939, en fait, tous les proches de Kafka, qui étaient quasiment tous juifs, ont tous été exterminés par les nazis. Donc, en l'occurrence, ces trois sœurs sont mortes dans les camps d'extermination pendant la guerre. Et donc, du coup, ce récit qu'on a dans les années 30, fait par Hélène Zilberberg, c'est très précieux parce qu'en réalité, c'est les très maigres souvenirs, on va dire, de première main qu'on a de la famille Kafka, de la même façon que le livre de Max Brod, qui date de 1937, la première biographie de Kafka de 1937, donne la parole à la mère de Kafka qui raconte pas mal de choses sur l'enfance de Kafka. Donc heureusement, en fait, on a ces traces. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça n'aurait pas été possible de construire totalement la fiction de cette personne, même si c'est moi qui dois couper, je crois, mon, mon WhatsApp. Je vous laisse poser la question suivante. Brod, et évidemment, on va en parler. Est-ce que finalement, ce ne serait pas le personnage principal d'À travers les nuits? Parce que, est-ce que Kafka aurait été Kafka sans Max Brod, puisque c'est son meilleur ami sans qui rien n'aurait peut-être pu exister, puisqu'il le cite une première fois dans une revue, je crois que c'est une revue ou un journal, je ne sais plus, sans qu'il ait publié un seul texte, ce qui paraît totalement absurde, kafkaïen. Mais c'est plutôt surprenant. Est-ce que c'est pas aussi un hommage à Max Brod que vous faites en retranscrivant un petit peu tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il a pu mystifier aussi, puisqu'il a beaucoup lissé la vie de Kafka? Ouais, en fait, en tout cas, pour moi, c'était important de le regarder là aussi parce qu'on a un siècle d'écart, enfin un peu moins d'un siècle dans le cas de Brod, mais on a plusieurs décennies d'écart. C'était important de porter un regard sur lui qui soit un peu neutre, on va dire, sorti des passions qu'a généré et qu'a produite Brod dans les années 30 aux années 50. Leur amitié était quand même particulièrement belle, troublante, parce qu'en effet, ce sont deux personnes très différentes. Max Brod, c'est un bonhomme pas très sympathique, espèce de dragueur un peu mondain, qui écrit des livres vraiment pas très intéressants. Voilà, il n'a pas grand-chose qui est très sympathique, mais il y a quelque chose qui est très sympathique chez lui, c'est qu'il est très ami avec Kafka et que Kafka a énormément d'amitié pour lui, beaucoup d'admiration, justement parce qu'il est tout ce que lui, Kafka, n'est pas. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui justement va de l'avant, écrit énormément sans se poser la moindre question. Kafka a beaucoup d'admiration pour les textes que Brod publie, alors qu'aujourd'hui, ça nous semble impossible, etc. Bon. Et puis donc, voilà... Brod, justement, c'est là où il y a quelque chose qui est très beau, c'est que Brod, du vivant de Kafka, a quand même conscience que son ami est un génie. Et il a conscience que lui, Max Brod, n'est pas un génie, je pense. Mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas content de faire ce qu'il fait, mais il est acharné
du vivant de Kafka à tout faire pour protéger et défendre en fait l'œuvre de Kafka. Et notamment, justement, il prend des manuscrits, il demande très souvent à Kafka de lui offrir, que Kafka lui offre en fait des manuscrits. Ce qui fait qu'en fait, c'est une des raisons qui fait qu'en effet, non seulement on dit ah oui, Brod n'a pas accédé au vœu de Kafka de brûler ses textes, mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que Kafka lui-même a brûlé des textes qu'il avait lui, c'est-à-dire de son vivant. Donc en fait, c'était aussi parce que Brod les avait qu'on les a récupérés. Parce qu'en fait, si Brod ne les avait pas eus physiquement, eh bien, de toute façon, Kafka n'aurait pas eu besoin d'écrire ce testament, il les aurait cramés lui-même. Et en fait, Brod lui demandait vraiment de lui donner ses manuscrits. Et par exemple, une fois, il décrit, je crois que c'est pour le procès, il dit qu'en fait, c'est parce que Kafka avait été en retard à un rendez-vous et donc il voulait s'excuser. Donc Brod lui a dit, bah, écoute, t'as qu'à t'excuser, tu as quand même donné le manuscrit du procès. Donc voilà, il a passé sa vie à essayer de sauver ses textes et en effet, du vivant de Kafka, donc vous le rappeliez Anthony, mais c'est quand même incroyable qu'en 1907, alors que Kafka n'a pas publié la moindre ligne, Brod écrit sur lui en disant voilà, les grands écrivains qu'on a, et donc il cite une série d'écrivains qui sont très connus et il met dans la liste Franz Kafka qui n'a rien écrit, quoi. Donc c'est quand même aussi assez incroyable et très beau, je trouve, de la part de Brod d'avoir tellement confiance dans le génie de son ami qu'avant même qu'il ait publié, il soit rattaché à la galaxie des grands écrivains. Et, et donc, en effet, avant aussi la mort de Kafka, il écrit un très beau texte, très long texte, où il détaille l'œuvre, on va dire, de Kafka, qui est déjà très importante, que lui a lu, mais que beaucoup de gens n'ont pas lu, puisque notamment, il parle longtemps du procès, alors que le procès n'a pas été publié, puisqu'il sera publié de manière posthume. Voilà, et donc après, en effet, après la mort de Kafka, il décide un petit peu de faire de Kafka une espèce de saint laïque, et donc il gomme, en effet, dans ce qu'il publie, il enlève tout ce qui sort un petit peu de sa vision des choses, et puis il écrit ce fameux roman à clé qui s'appelle Le Royaume enchanté de l'amour, où il fait un portrait comme ça, un peu gnangnan de Kafka. Et tout. Donc en effet, beaucoup de gens lui en ont voulu, parce qu'ils ont considéré qu'il avait un peu mis le grappin sur Kafka. Ce qui n'est pas complètement faux, parce qu'en effet, il a imposé un petit peu sa lecture. Sauf que c'était quand même un garçon honnête. Il a laissé les manuscrits. Donc, en fait, ensuite, après sa mort, les gens ont pu retravailler les manuscrits, justement refaire des versions non expurgées du journal. Le procès, c'est Max Brod qui avait décidé de le réorganiser d'une certaine façon. Et ben, en fait, les éditeurs ultérieurs ont pu le remettre d'une façon qui leur semblait être plus celle que Kafka voulait faire, etc. Donc, pour moi, c'était vachement important de dire, attention, il ne faut pas mélanger. Bien sûr qu'il a eu un moment un peu pénible de vouloir imposer sa grille de lecture, mais c'était sincère. C'est parce qu'en fait, lui pensait que ce qu'il pensait de Kafka, c'était la vérité. Et il est tombé exactement dans le même travers que je donnais au début sur la biographe. C'est-à-dire qu'en fait, il pensait que son point de vue était le bon. Donc, il n'avait pas de raison de faire autrement que d'imposer son point de vue, puisque voilà, c'était sa grille de lecture, il fallait que les autres la partagent. Donc, c'est normal qu'on la remette en question maintenant. Mais c'est important aussi de rappeler que cette amitié, elle avait ça de beau, justement, qu'elle unissait deux personnes très différentes, et dont l'un, en l'occurrence Max Brod, était quand même au service de la notoriété et de la vie, on va dire, littéraire posthume de Kafka. Et ça, c'est vrai que je pense que ça a été un tout petit peu oublié. Alors évidemment, on dit toujours il n'a pas brûlé les manuscrits, mais c'est pas simplement qu'il les a pas brûlés, c'est que du vivant de Kafka, il a tout fait pour que Kafka puisse publier des textes, qui soient reconnus, etc. Donc c'est quelque chose qui a accompagné l'ensemble de l'œuvre de Kafka avant même la mort de Kafka. Entre guillemets directe ou indirecte de Max Brod dans les publications de Kafka au début, et c'est frappant de voir qu'en effet il a été essentiel. Je rebondis juste sur ce nom que Max Brod donne au journal, à la revue, parce que la réponse de Kafka, elle est fabuleuse, entre guillemets, puisqu'il lui dit tout simplement, en réponse donc à sa citation dans le journal, « Malheureusement, cela rend désormais inconvenant tout projet de publication de ma part, car la délicatesse de cette première apparition en serait complètement gâchée. Par ailleurs, je n'atteindrai jamais un effet équivalent à celui que tu as donné à mon nom dans ta phrase. » Et il continue, « Tu aurais dû ajouter entre parenthèses, ce nom, il faudra l'oublier. » C'est quand même symptomatique. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça modestie, dégoût de soi-même dans son écriture. On est peut-être plus dans cette veine-là. Mais c'est quand même frappant de voir à quel point un écrivain peut se
martyriser sa propre écriture et avoir aussi peu de recul sur ce qu'il écrit. Est-ce que tout écrivain a ce regard-là aussi sur sa propre prose? Est-ce que ça vous arrive également? J'imagine que oui. Mais on a tendance aussi à penser qu'il faut quand même une grosse part d'ego pour pouvoir écrire par rapport à tout ce qui a déjà été écrit dans le passé. Oui, oui, mais d'ailleurs, c'est, je pense, ça qui est frappant chez Kafka, c'est que il a un énorme manque de confiance en soi, une très forte capacité à s'auto-délégitimer, mais en même temps, il a un élan créateur très fort. En fait, il s'y remet tout le temps. Il a tout le temps envie d'écrire, il a tout le temps envie de recommencer, d'y arriver. Et en effet, c'est dual en fait, c'est un manque de confiance et en même temps une confiance très forte qu'il a dans l'idée que finalement ce qu'il pense devoir trouver, il faut qu'il le trouve. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que beaucoup de ces textes, il ne voulait pas qu'ils soient publiés, c'est parce qu'en fait, il pensait toujours que, enfin, c'est mon interprétation là justement. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il pensait toujours qu'il pourrait faire mieux, qu'il pourrait enfin atteindre ce qu'il avait, ce qu'il pensait avoir au fond de lui. Et toute la difficulté, justement, quand on est écrivain, c'est d'arbitrer entre le rêve qu'on a de ce qu'on se sent capable de faire, et puis la réalité du texte, une fois qu'il est terminé, qui est toujours un peu décevant. En tout cas, justement, quand on a ce regard un peu critique sur soi-même, ce qui n'est pas le cas de tous les écrivains. Moi, je connais des écrivains qui sont toujours très contents de ce qu'ils font, tant mieux pour eux. Moi, je ne suis pas toujours passionné par ce qu'ils font eux-mêmes, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui, je pense que la question du doute, elle est très importante pour écrire. C'est-à-dire que les gens qui écrivent sans doute, à mon avis, sans douter, quoi. Pour moi, c'est pas réellement des écrivains. C'est-à-dire qu'il faut quand même en permanence affronter cette question. Et ce que vous dites très bien aussi, c'est-à-dire que tellement de choses ont été écrites avant, je veux dire, même il y a un siècle, même à l'époque de Kafka, il y a eu tellement déjà de textes si forts, si puissants, que c'est normal et légitime de se dire, est-ce que j'apporte quelque chose? Il y a un moment très beau où il lit les lettres de Flaubert, les fans de Flaubert, et on sent en effet qu'il regarde Flaubert comme un maître, en disant, oh là là, si seulement je pouvais être à la hauteur de Flaubert. Et c'est très touchant, en fait, aussi, ces histoires de généalogie où, évidemment, on regarde les écrivains, on regarde nos contemporains, et puis on regarde ceux qui ont été là avant nous, on ne peut pas regarder ceux qui viendront après. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est passionnant, je trouve, de voir la façon dont les écrivains se situent dans le champ littéraire. Et tout à l'heure, je vous citais ce passage qu'il écrit après la nuit où il écrit le verdict, où il cite des écrivains. Il cite Franz Werfel, il cite Jacob Wassermann, il cite quand même des auteurs qui sont des poids-plumes maintenant par rapport à Kafka. Et ce qui est drôle, c'est que lui, évidemment, il n'a pas conscience du fait qu'il est dans une autre catégorie que lui, il sera considéré comme un génie incroyable, mondial, justement. Et bon, voilà, c'est aussi tout ce côté un peu particulier. Alors, justement, on l'a beaucoup dit pour Bolaño, on l'a dit pour Pérec aussi. Ce sont des écrivains qui, aussi, après leur mort, deviennent un peu des mythes. Alors, à tort ou à raison? C'est difficile. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est à raison, parce qu'en effet, j'ai le sentiment qu'ils amènent tellement au champ littéraire, ils bougent tellement les lignes que ça semble évident. Mais c'est vrai, pourquoi est-ce que certains, comme ça, prennent une telle importance dans l'histoire littéraire, alors que d'autres, finalement, restent à leur place d'écrivains normaux, quoi. Ça, je trouve que c'est une question, enfin, en tout cas, moi qui me passionne, mais à laquelle on n'aura jamais de réponse. En France, mais c'est pas pour tout de suite. Vous écrivez également, alors je sais plus si c'est vous ou Franz Kafka, puisque maintenant je me perds à travers vous, mais je crois que c'est lui qui disait réussir à écrire plutôt qu'à publier. C'est intéressant aussi ça, parce qu'en 2023, on a du mal à imaginer cela, c'est totalement l'inverse aujourd'hui qui se passe. Il y a beaucoup d'auteurs, il y a de plus en plus d'auteurs. Et vous avez un regard singulier aussi sur la chose, et je rebondirai tout à l'heure sur ce que vous avez dit aussi sur, je crois que c'était dans la revue Le Tigre, où vous parliez du rôle de la photo, où vous disiez qu'en effet, on voyait davantage les photos des écrivains plutôt que leurs livres.
Je vous citerai tout à l'heure sur une longue tirade qui m'intéresse particulièrement. Ouais. Mais, Alors ça, c'était pas dans le titre, c'était au moment de la sortie de mon roman Jeu Nouveau, justement, au Tripode. Mais, euh, mais oui, oui, je pense que c'est moi ce qui me touche aussi beaucoup chez Kafka et qui, à mon avis, devrait servir de modèle à beaucoup d'écrivains, c'est que cette obsession justement de l'écriture, parce qu'en fait, il met la littérature au-dessus de tout, il est plongé dedans et il ne vit que pour ça, même s'il a un boulot alimentaire à côté. Et d'ailleurs, c'est une complication pour lui justement de ne pas être entièrement libéré par rapport au temps d'écriture. Mais justement, en fait, la littérature, ça n'est pas la publication, c'est deux choses très différentes. Et ce qui lui importe, c'est d'écrire et surtout de réussir à écrire ce qu'il veut réussir. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très beau dans l'histoire du verdict, c'est que justement ce texte très resserré qu'il a écrit en une nuit, c'est un texte qu'il considérera toujours comme étant en effet un texte légitime, alors que même la Métamorphose qu'il va écrire juste après, c'est un texte, on voit bien qu'il a un petit peu moins d'affection pour la Métamorphose, alors qu'évidemment, la Métamorphose a eu beaucoup plus de succès déjà de son vivant. Hein. Déjà de son vivant, c'est un texte qui a pas mal fait parler de lui. Et puis évidemment, après sa mort, c'est devenu un texte complètement mythique. Mais donc, il fait la Métamorphose, et puis donc, il écrit aussi le premier de ses 3 romans, qui s'appelle donc le Disparu. Et là, en fait, il arrête au bout de plusieurs mois, et en fait, il dit, ben non, en fait, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, ce roman ne fonctionne pas, donc j'arrête, je le mets de côté, je ne le publie pas, quoi. Et ça sera pareil quand il va écrire le procès, et ça sera pareil quand il va écrire le château. À chaque fois, il a le sentiment que ce n'est pas suffisamment réussi pour mériter de publier. Alors, on peut noter qu'en fait, il accepte plus volontiers de publier des textes courts que des textes longs. Sans doute parce que justement, il trouve qu'il y a une unité dans les textes courts qui lui permettent, qui lui donnent le sentiment que ça va, en fait, quelque chose fonctionne. Et en fait, les romans, comme c'est quand même un peu énorme, il a toujours le sentiment que c'est inabouti, il faudrait reprendre parce qu'il y a beaucoup plus de textes, quoi. Et donc, en effet, il ne publiera jamais de textes longs de son vivant. Mais oui, c'est une leçon incroyable. C'est-à-dire que quand on pense justement à ce qu'est devenu l'œuvre posthume de Kafka et quand on voit ce qu'a été l'œuvre publiée de son vivant, c'est presque rien en fait. C'est des tout petits livres minuscules. Et alors qu'aujourd'hui, on publie donc le moindre de ses dessins, la moindre de ses lettres, la moins intéressante possible, elle sera publiée. Donc il y a évidemment une discordance très drôle entre son exigence à lui et puis le fait que justement devenu un mythe, on considère que maintenant, tout ce qu'il a fait doit être publié, mais c'est normal puisque on a envie en fait, en effet, de se replonger dedans. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un exemple à suivre, de mettre plus haut que tout, non pas la publication, mais l'écriture. Et c'est vrai que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, le champ littéraire français, mais mondial, a beaucoup de mal à mettre les choses dans cet ordre-là et va plus se préoccuper de la question de la publication que de la question de la littérature. De Kafka, il me semble, sur le fait que, évidemment, quelqu'un d'autre ne serait évidemment pas publié en l'état. C'est parce qu'il s'appelle Kafka aussi que toute matière est bonne à éditer ou à publier. Je reviens sur la notion de travail, puisque pour lui, l'écriture est un travail. Vous le dites, ce n'est pas un plaisir, c'est un travail. Et c'est pour ça que je suis surpris que vous disiez qu'il mettait la littérature au-dessus de tout. Est-ce que le travail, la valeur travail-écriture est peut-être celle-ci? Est-ce que pour lui, il a en effet un travail alimentaire à côté, mais il a véritablement 2 travails? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte, et ça m'a frappé, qu'il utilisait très souvent le mot travail pour désigner son écriture, qui est un mot qu'on utilise rarement quand on est écrivain, parce qu'en effet, justement, on utilise plutôt le mot travail pour parler de ce qui nous semble être plus alimentaire. Mais en effet, lui, il voit vraiment l'écriture comme un travail, comme un... Alors peut-être qu'il envisageait le travail dans son étymologie latine, tripalium, instrument de torture. C'était peut-être dans ce sens. C'est-à-dire que c'est sûr que ça le faisait souffrir aussi beaucoup la difficulté que représentait l'écriture, mais je crois plus sérieusement qu'en effet, c'est quelqu'un qui est extrêmement sérieux et qui veut justement travailler. En fait, c'est pas le côté l'inspiration, le poète, le talent, c'est le travail. J'ai besoin de me mettre à ma table de travail, j'ai besoin de travailler pour arriver à quelque chose.
Et là aussi, pour moi, c'est une leçon à retenir, c'est-à-dire qu'en effet, il faut travailler pour écrire. C'est pas juste une blague, quoi. C'est pas juste un passe-temps, c'est pas juste un plaisir. C'est aussi justement une souffrance. Cette phrase que j'aime beaucoup dans deux films de Truffaut où il dit c'est une joie, une souffrance. Je trouve que l'écriture, c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, je la ressens comme ça. Euh, c'est une joie et une souffrance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas dire que c'est ce travail particulier qui est d'être face à un texte et de le reprendre, d'essayer de le faire fonctionner alors qu'il ne fonctionne pas, ou de l'améliorer quand on trouve qu'il n'est pas assez bien écrit et tout ça. Mais en effet, c'est du travail. Et c'est vrai que quand Kafka va voir, parce qu'il y a une scène que je raconte dans le livre où il va voir le Rudolf Steiner, et donc il lui explique, il dit, mais en fait, j'aimerais bien vous rejoindre dans ce mouvement donc, qui est la théosophie, mais j'ai déjà un problème parce que j'ai deux travaux, enfin deux activités, donc j'arrive pas déjà, ça me prend trop de temps mon travail au bureau et puis mon travail d'écriture, donc je pourrais pas me rajouter une troisième contrainte. Mais en gros, en fait, il espère que Steiner va lui dire, mais en fait, laissez tomber le boulot alimentaire. Et, enfin, là, pour le coup, c'est moi qui interprète, hein, je le dis encore. Mais ce que je ressens, c'est qu'en fait, il chercherait à ce qu'on lui dise, mais en effet, l'écriture doit être ton seul et unique travail. Et Steiner ne lui dit pas ça, et donc du coup, cet entretien ne lui sert à rien. Mais oui, je pense que voilà, la question de l'idée que l'écriture est un travail, je trouve que si on prend le travail dans le sens noble et pas seulement le tripalium, mais c'est vrai que c'est quelque chose, justement, quand Max Brod, il pond des textes comme ça, attire la rigueur, qui sont vraiment bâclés, quoi, à mes yeux. Et en effet, Kafka, lui, il peut obsessionnellement revenir sur un texte en disant ça va pas, il faut le reprendre, ainsi de suite. Bon, voilà, après, il faut savoir aussi se fixer des limites à ça. Il faut accepter à un moment qu'un texte est fini et qu'il soit publié. Je pense que lui, il avait du mal à accepter ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est beau de rappeler que l'écriture, c'est aussi un travail. Et c'est vrai qu'on a toujours cette gêne quand on est écrivain, parce qu'on a l'impression de ne pas travailler, quoi, quelque part. Parce voilà, on a les horaires qu'on veut, on se met devant son ordinateur pour écrire son roman, etc. Mais en fait, c'est du travail. Prendre une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait d'À travers les nuits. 3, 2, 1. C'est bon, parfait, c'est pris. Raphaël, c'est à vous pour un premier extrait. Alors, avant de lire l'extrait, je vais juste, parce que j'ai vu que quelqu'un me posait les questions là, quand j'ai ouvert le chat sur les meilleurs textes à lire de Kafka. Donc, évidemment, c'est très subjectif. Moi, c'est vrai que spontanément, je ne conseillerais pas La Métamorphose, parce que je trouve que c'est un texte qui fait un tout petit peu écran à l'infini complexité et puissance, parce que cette histoire, c'est vrai qu'elle est très forte, elle est très efficace, mais je trouve qu'elle a pris un peu trop de place, voilà, dans l'œuvre de Kafka. Donc, en effet, moi, j'aurais tendance à conseiller le procès, parce que le procès, c'est incroyable. Mais sinon, il y a un autre texte que je trouve justement être une bonne façon de découvrir Kafka, c'est justement son premier roman, qui s'appelle Le Disparu, qui était avant, en tout cas, traduit sous le nom America. Et voilà, qui est un livre qui est, je dirais, un peu plus facile à lire que les deux romans suivants, hein, le procès et le château. Le château, c'est vraiment très, très dense, très touffu, très lourd, quoi. Le procès s'intervient, mais le disparu, voilà, il y a une dynamique, c'est très ironique, c'est le plus drôle aussi, je pense, des trois romans. Et c'est une bonne introduction, même si en effet, il ne va pas encore aussi loin qu'il va aller ensuite. Voilà, fin de la parenthèse, et donc je vous lis alors donc c'est le début de mon livre, justement, où j'explicite un petit peu le projet du livre. Il y a un culte mondial autour de la figure de Kafka. Des dizaines de films, des centaines de livres, des milliers d'articles lui ont été consacrés. Il existe plusieurs biographies de référence, une multitude de biographies thématiques. Kafka talmudiste, Kafka anarchiste, Kafka en psychanalyse, Kafka sadomasochiste, masochiste, etc. Quasiment tout ce qui le concerne a été traité. Pourquoi ajouter une nouvelle pièce à un ensemble qui paraît déjà si volumineux? Pour retrouver, à rebours de beaucoup de ces textes, le seul Kafka.
pour chercher à le dépouiller de tout ce qui a été construit autour de lui, pour essayer d'oublier ces milliers d'épigones qui flottent dans l'air, autour de nous, comme autant de projections où chacun s'invente une version du Kafka qu'il aime, qu'il désire, qu'il invente. Magma de Kafka. Pour se recentrer sur l'individu, sur cet être humain qui a vécu du 3 juillet 1883 au 3 juin 1924 sa vie, et seulement sa vie. Il ne savait pas qu'il deviendrait un des plus grands écrivains de l'histoire, célébré dans le monde entier. Il ne savait pas que ses livres seraient lus comme des terrifiantes prémonitions des univers concentrationnaires et totalitaires. Il ne savait pas qu'un adjectif imbécile serait forgé à partir de son nom pour désigner les difficultés que nous rencontrons dans l'absurdité de nos vies modernes. Il ne savait rien de tout cela. Et pour mieux le connaître, il faut accepter de s'en libérer. Chercher à faire de lui un portrait singulier, au sens qu'il est centré sur sa figure à lui et construit par ses mots à lui. Puisque l'objectivité n'existe pas plus dans l'écriture du passé, l'histoire, que dans celle du présent, le journalisme, ne pas faire semblant. Accepter l'idée que c'est sa subjectivité à lui qui nous permet de revivre à ses côtés ce qu'il a vécu, que ce n'est que par lui qu'on peut arriver à lui. Ce n'est pas une énième vision de Franz Kafka, c'est ce que lui a vu de sa propre vie. Pour ce faire, le suivre, au jour le jour, rester collé à lui, au plus proche de ce qu'il vit, l'écouter, ne jamais extrapoler ou alors le signaler, ne pas chercher à reconstruire des scènes, des gestes, des dialogues, comme si on pouvait les décrire, alors que c'est lui et lui seul qui les décrit. Son regard est passionnant, et c'est le sien. Ça ne peut pas être le nôtre. Et puis Kafka était un écrivain habité par le doute. Il n'a pas cessé d'écrire sur ce doute et sur l'écriture. Alors quand le doute disparaît, c'est qu'il se passe quelque chose. D'où l'idée de resserrer la focale sur cet épisode fondateur de sa vie d'écrivain. Cet épisode où toutes les questions qu'il se pose sur l'écriture trouvent enfin une réponse. Cette nuit du verdict, celle du 22 septembre 1912. Cette nuit de bascule. Chercher, sans artifice, sans trucage, à tisser une histoire totale de cette nuit-là. Cette nuit qui est le marqueur de l'entrée de Kafka dans l'univers de l'écriture qu'il désirait atteindre plus que tout. Bien sûr, dans les années qui suivront, il y aura des retours en arrière. À nouveau, il connaîtra le sentiment d'échec. Il y aura des effondrements et des reprises. Mais une nuit comme celle-là, il n'y en aura pas d'autre. Devenir Franz Kafka, ça ne lui arrivera qu'une seule fois. À travers les nuits, j'en parlais tout à l'heure, puisqu'il écrira une lettre à Félix Bauer avec ce titre-là, À travers les nuits. Alors le titre non, mais en tout cas l'expression est reprise, je vais la lire. Il dit « Foncez à travers les nuits en écrivant, voilà ce que je veux. En mourir ou en perdre la raison, je le veux aussi, puisque c'en est la conséquence certaine et que je le pressens depuis longtemps. » Vous avez décidé de choisir cette phrase-là, À travers les nuits, comme titre, un magnifique titre une fois de plus, et on peut voir à quel point la prose de Franz Kafka est en effet d'une simplicité, mais en même temps d'une certaine magie. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Et parce qu'il y avait beaucoup de titres possibles pour Franz Kafka, et beaucoup ont déjà été utilisés. Celui-ci lui rend tellement hommage en même temps. C'est un choix extrêmement judicieux, mais alors pourquoi l'avez-vous choisi? Comment l'avez-vous découvert aussi? En fait, c'était drôle parce que au début, je ne savais pas du tout comment le livre allait s'appeler et tout ça. Et puis, je note cette lettre foncée à travers les nuits en écrivant, voilà ce que je veux. Je dis, mais c'est incroyable, cette formule est très, très belle et tout. Et je me dis, À travers les nuits, c'est quand même un titre magnifique parce que mon livre, c'est quand même sur une nuit. C'est la première fois, justement, qu'il se met à foncer à travers les nuits en écrivant. Donc, je trouvais le titre génial. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est pour en témoigner avec l'éditeur, c'est qu'en fait, on voulait quand même qu'il y ait le nom de Kafka qui apparaisse en sous-titre quand même du livre, parce qu'à travers les nuits tout seul, on ne sait pas que c'est un livre sur Kafka. Or, dans ce monde moderne, un peu tragique dans lequel nous vivons, les livres sont référencés sur des bases de données, etc. S'il n'y a pas le mot Kafka en titre ou en sous-titre, personne, si quelqu'un dit « Ah, j'ai envie de trouver ce livre sur Kafka », s'il n'y a pas le mot Kafka dans le titre, on ne le retrouve pas. Donc, il a fallu trouver un sous-titre finalement. C'était beaucoup plus dur que trouver le titre qui s'est très vite imposé à nous parce qu'il était très beau, il était très fort. Et en revanche, on a passé un temps infini à chercher un sous-titre qui convienne. Et puis, du coup, on est venu à ce Franz Kafka 1912 qui est ce qui est le plus simple et qui permet de remettre son nom. Mais en effet, je pense que c'était aussi une façon pour moi de dire ça n'est pas une biographie. Évidemment, ce n'est pas une biographie, mais c'est aussi un livre où
moi, comme écrivain, enfin, j'essaie de rentrer en résonance avec l'écrivain Kafka, et donc à travers les nuits, en fait, c'est comme si je reparcourais à ses côtés cette question-là de l'écriture et de la nuit. Et donc, en effet, ça me semblait judicieux que le titre, en fait, garde le souvenir du fait qu'on refaisait le chemin et que le lecteur refera aussi ce chemin-là, cette traversée. Mais ce qui est très beau, c'est quand il ajoute, après avoir dit ça, dire ben, en mourir, on perd la raison, je le veux aussi, parce que je pressens que c'est ce qui va arriver. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on dit, alors c'est très difficile hein, de faire comment dire, des bilans médicaux après la mort de quelqu'un, mais on dit que lorsque Kafka, pendant la Première Guerre mondiale, en fait, quitte, parce qu'il faut savoir qu'il habite chez ses parents, ça c'est aussi un truc complètement incroyable, il a 29 ans, il habite encore chez ses parents, alors qu'il a un métier, et il a une chambre bon, semi-indépendante, mais chez ses parents. Et puis pendant la Première Guerre mondiale, une de ses sœurs revient habiter dans l'appartement de ses parents parce que le mari de la sœur est parti donc, à la guerre. Et donc, en fait, Kafka va s'installer dans cet appartement vide, et puis ensuite, finalement, il reprend un autre appartement vide. Donc, pendant toute la guerre, il va habiter seul, et notamment dans une grande maison en pierre, enfin, dans laquelle il a juste une chambre, mais qui n'est pas chauffée du tout. Et en fait, il travaille la nuit, justement, et il a extrêmement froid. Et en fait, on dit, mais sans, encore une fois, qu'on puisse l'affirmer, on dit que c'est pour cette raison qu'il a attrapé la tuberculose, parce qu'en réalité, il vivait dans des conditions beaucoup trop d'épuisement parce qu'il ne dormait pas la nuit et de froid. Et donc, le cumul de ces problèmes l'aurait amené à sa tuberculose. Bon, c'est très difficile à dire, mais c'est vrai que quelque part, on voit que, comme d'ailleurs beaucoup d'écrivains, hein, il a préféré ruiner sa santé pour écrire plutôt que de renoncer à l'écriture. Et finalement, ce texte qu'il écrit en 1913 est évidemment très prémonitoire. En fait, au moment où il écrit ce texte, il ne sait pas, il ne lui reste déjà plus que 11 ans à vivre. Donc, c'est vrai que sa vie d'écrivain, finalement, elle commence en 1912 de façon réelle, et elle s'arrête en 1924, 12 ans plus tard. C'est extrêmement bref. Donc, c'est aussi ça, je pense, qui participe de la construction du mythe de la figure de Kafka. De Crécy, magnifique dessin une fois de plus. Ce que là où j'aimerais revenir, c'est sur sur les biographes en réalité. Est-ce que vous avez eu des biographes qui sont revenus vers vous après la lecture du livre? Est-ce que vous leur avez envoyé à certains aussi peut-être? Comment s'est passé alors on va pas dire la passation de témoins, mais presque. Vous êtes actuellement donc on peut dire le nouveau biographe non officiel de Franz Kafka. Ouais. Mais justement, est-ce que vous avez eu des retours par rapport à cela? Non, alors l'honnêteté est de dire qu'en fait la plupart des biographes français sont morts. Les biographes principaux de Kafka sont morts, que ce soit Marc C'est plus facile. Robert ou Claude David. Claude David, ça a été le traducteur, si vous voulez, qui a un peu sauvé Kafka, puisque c'est lui qui a retraduit chez Gallimard, quand Gallimard avait encore les droits. Avant que Kafka soit libre de droit, donc il a retraduit tous les textes de Kafka que Vialat avait traduits. Il a écrit une biographie qui est très chouette, qui date de 89, mais bon, donc voilà, il est mort aussi. Et finalement, là, le biographe le plus connu maintenant, c'est donc cet Allemand Rainer Starch, dont je ne sais pas s'il est français, je ne suis pas certain. Alors, pour la petite histoire, donc c'est complètement étonnant, puisqu'en fait, il a sorti sa biographie en Allemagne. Enfin, c'est une biographie en 3 tomes, mais qui ont commencé à sortir au tout début des années 2000. Hein. Le premier volume est sorti en 2002 et le dernier, je crois, en 2008. Et en fait, ça n'avait jamais été publié en français. Donc moi qui ne lis pas l'allemand, j'ai lu la version anglaise. Ça avait été traduit en anglais, ça avait été traduit en espagnol, mais jamais en français. Et en fait, là, le livre est sorti alors que j'étais en train, moi, de travailler. Il est sorti enfin en France, là, au printemps 23, le premier volume. Puis le deuxième va sortir, je crois, ou est sorti là, en novembre. Ouais. Et donc voilà, donc si vous voulez, les biographes principaux maintenant sont allemands. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu tout un moment où justement Kafka était devenu quand même dans l'après-guerre un auteur
très, très important dans le monde francophone et anglo-saxon. Donc, il y a eu beaucoup d'auteurs français et de langue anglaise qui ont écrit sur lui. Et puis, bon, évidemment, maintenant, tout le monde continue à écrire sur lui, mais finalement, c'est intéressant de voir que c'est plus en Allemagne que sont on va dire, les biographes officiels, quoi. Donc, ça m'intéresserait d'avoir un débat avec Rainer Stark, parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de réserves sur sa biographie. Maintenant, c'est un très gros travail, très sérieux et tout ça, mais où il y a beaucoup de choses qui, moi, m'ont posé problème comme lecteur. Et en effet, parfois, j'en parle dans mon livre, parce que je trouve important, justement, de débattre et de dialoguer avec mes prédécesseurs, quoi, qui ont écrit sur Kafka. Mais bon, voilà, ce qui est beau, encore une fois, c'est ce qu'on disait un petit peu au début, c'est que tout est suffisamment ouvert pour qu'il y ait encore 1000 autres livres qui sortent sur Kafka. Et moi, j'attends ça. J'espère, j'imagine qu'en 2024, justement, pour les 100 ans, il va y avoir des nouveaux textes. Et c'est vrai que je trouve ça très intéressant, la façon dont chacun tire un fil, une nouvelle façon, on va dire, d'aborder l'œuvre. Moi, ce qui est vrai, ce qui est très particulier, je pense, dans mon livre, c'est que je parle très peu de l'œuvre. Je ne commente pas, si vous voulez, justement, ces romans, toutes les lectures qui sont à la fois passionnantes, mais un peu étouffantes, de surinterprétation, justement, de toute la partie psychanalytique, symbolique qu'il y a dans l'œuvre de Kafka. C'est vrai que j'ai eu tendance à me dire que moi, je ne m'y intéressais pas parce que ça avait été beaucoup fait et parce que justement, j'avais envie, comme je le disais tout à l'heure dans le texte que j'ai lu, j'avais envie de revenir au vrai Kafka, quoi, au Kafka vivant, quoi, au Kafka vivant sa propre vie et non pas à ce qu'il est devenu. Je cite d'ailleurs dans le livre donc la dernière amoureuse de Kafka, la seule femme avec qui il a réussi à vivre réellement. En fait, après-guerre, elle est en Angleterre dans les années 46-47 et en fait, elle donne pas mal d'interviews parce que justement Kafka est très à la mode. Donc, pas mal de gens viennent la voir pour la faire parler de Kafka. Et elle ne comprend pas du tout en fait la façon dont les gens en 45, 46, 47 interprètent l'œuvre de Kafka, parce qu'en fait, elle a une vision très différente de lui, parce que justement, Kafka, à la fin de sa vie, était assez apaisé, quand même réconcilié avec lui-même, beaucoup moins sombre que ce qu'il avait été lorsqu'il était plus jeune. Et en fait, les gens découvrent Kafka justement, dans ces années-là, dans les années 40, par ses œuvres très sombres. Et puis, justement, on sort de la Seconde Guerre mondiale, on découvre les horreurs de la Shoah, donc les gens projettent énormément de noirceur en fait dans les textes de Kafka. Et Dora Diamant, qui est donc cette dernière amoureuse, elle est un peu stupéfaite, elle dit mais en fait pourquoi est-ce que vous avez une vision si noire de lui? C'était quelqu'un de très léger, de très souriant, toujours de bonne humeur, etc. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant justement aussi cette question de prisme en fait qu'on peut mettre en fait c'est la vision qu'avaient les gens de Kafka dans les années 40. En fait c'est pas le Kafka que elle avait connu dans les années 20. Donc de toute façon tout est toujours très subjectif et chaque époque aussi lit les choses de certaines façons. Et c'est vrai que moi ce que j'imagine aussi que je raconte quelque chose dans la façon où en 2023 ce que je propose c'est de reparcourir la vie de quelqu'un en enlevant toutes les scories, justement, en disant, voilà, ça fait un siècle qu'il y a des scories, moi j'ai envie de les enlever pour me recentrer sur lui. J'imagine que dans 20 ou 30 ans, on regardera ça en disant, c'était bien marrant, dans les années 2020, ce qu'on cherchait, c'était justement à gommer ce qui avait été fait en trop, quoi. Et on découvre aussi qu'il a un jugement plutôt sévère sur les femmes, le jugement esthétique sur les femmes. Ça, j'ai été surpris de voir les qualificatifs qu'il employait. Mais on le trouve aussi également un petit peu, comment dire, commun à nous par deux éléments. La première, c'est qu'il est un petit peu menteur quand il parle à son employeur d'une fatigue, alors qu'en réalité, il écrit de son côté. Et la deuxième chose, c'est qu'il est un petit peu feignant aussi. Il est un petit peu fainéant lorsqu'il parle dans son journal du fait qu'il pense plutôt à se prélasser pour rêvasser. C'est un petit peu ça aussi. On le sent beaucoup plus proche de nous par certains aspects et vous le rendez, je trouve, beaucoup plus humain plutôt que ce qu'on entend d'une manière assez utopique ou en tout cas fantasmée d'un Franz Kafka divin.
Oui, oui, exactement. En fait, c'était un être humain tout à fait vivant et normal. Et vous citez tout à fait à raison le petit mot qu'il écrit à son employeur donc, après la nuit du verdict, où il dit ah, j'ai un petit malaise et tout, donc je ne vais pas pouvoir venir au bureau ce matin, mais j'arriverai à midi. Puis finalement, il n'y est pas allé en fait à midi. Et en fait, évidemment, il ne lui dit pas, mais j'ai écrit jusqu'à 6 heures du mat c'est pour ça que je viens pas au bureau. Euh, alors après, sur ce que vous dites sur la paresse, c'est un tout petit peu particulier parce que c'est aussi sa propre auto-délégitimation qui est en jeu. C'est-à-dire que pour un écrivain, à mes yeux, c'est pas tout à fait anormal de se mettre sur un canapé et de regarder le plafond sans rien faire, parce que c'est aussi comme ça qu'on travaille quelque part la matière littéraire. Et en revanche, lui se sent toujours un peu fautif, entre guillemets, de perdre du temps. Et notamment, c'est parce que je cite, en fait, c'est dans la lettre au père, je crois, donc cette fameuse lettre qu'il a écrite à son père en 1919 pour essayer de régler quelque chose de cette relation un peu éprouvante et épuisante, on va dire, qu'il a avec son père. Et donc, à un moment donné, il lui dit, mais en fait, je crois que j'ai passé alors que je suis très jeune, à l'époque, oui, en 19, il a la trentaine, et j'ai passé plus de temps sur mon canapé que tu en as passé toute ta vie entière, y compris les fois où tu étais malade et que donc tu devais rester sur le canapé. Et en effet, en disant ça, c'est aussi une façon de dire, ben, moi, je suis vraiment pas actif, alors que toi, papa, justement, tu étais cette puissance, ce patron de magasin. Et du coup, Kafka souffrait aussi beaucoup du fait que son père le trouvait faible et fragile et aussi donc peu actif, quoi. Parce qu'évidemment, pour le père, écrire des livres, c'était pas du tout être actif. Donc voilà, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que Kafka, il a un côté euh, avoir envie de rêver, quoi. Et donc, je cite aussi ce moment où, donc avec Félicé, il y a une première, donc des premières fiançailles, puis donc il y a cette rupture dont je parlais là en 1914, puis finalement ils se retrouvent en 1915-1916, et donc là ils se mettent d'accord en se disant bon, on va se marier et tout, et en fait il écrit une lettre à Max Brod, Kafka, pour tirer un peu l'accord qu'ils ont trouvé avec Félicé. Il dit bah en fait c'est très simple, on aura deux chambres différentes, puisque donc lui il a une angoisse énorme à l'idée de partager donc son lieu de vie avec une femme. On aura chacun une chambre. Elle, le matin, elle se lèvera, elle ira travailler. Le soir, elle rentrera pleine d'énergie, elle aura bien bossé et tout ça. Et puis moi, je serai dans l'autre chambre et tout, et je serai sur le canapé et je prendrai du lait et du miel toute la journée en faisant rien d'autre, quoi. Et voilà, parce qu'en fait, pour lui, écrire quelque chose, c'est très drôle, parce qu'on parlait de travail, mais en même temps, voilà, en tout cas, le temps d'avant l'écriture, il considère que c'est un temps d'oisiveté. Voilà, il faut évidemment faire la part des choses, parce que c'est aussi quand il est sur son canapé qu'il a ses idées. Là, je cite au tout début du livre, puisque c'est très très peu de temps avant la nuit du 22 septembre, justement, il dit qu'il est sur le canapé et qu'il a une vision où sur son corps, il y a des serrures partout et il voit des serrures qui vont s'ouvrir et se fermer. Bon, ben voilà, ça c'est typiquement euh, pas tout le monde, en fait, quand il se met sur un canapé, a ce genre de vision, le note dans son journal et éventuellement écrit des livres ensuite où ce côté un peu fantastique, effrayant et en même temps très concret peuvent se déployer. Donc, c'était ça aussi, Franz Kafka, c'est-à-dire en ayant l'impression de rien faire, il était en train de produire en réalité ces images qui sont si fortes et qui nous ont tellement marqués dans tous les livres qu'il a écrits, quoi. Oui, bonsoir. Je me posais la question, est-ce que c'est vous qui avez cherché un éditeur ou est-ce que c'est l'éditeur qui est venu vers vous pour ce livre? Alors, c'est moi qui ai, je dirais pas cherché, je pourrais dire je l'ai trouvé tout de suite. En fait, c'est l'éditeur donc, qui est en train de nous écouter sans qu'on puisse le voir, qui s'appelle Grégory Martin. J'avais fait un livre avec lui avant, qui était ce livre, enfin là c'est la version poche, mais qui était un livre sur la roue, qui s'appelle maintenant La Roue, une histoire politique. À l'époque où lui travaillait dans une autre maison qui s'appelait la librairie Vuibert. Et, euh, et donc voilà, ça s'était très bien passé. Enfin, je dis très bien parce qu'il écoute, mais s'il suffirait qu'il en aille pour vous dire la vérité. Non, non, c'est quelqu'un de très sérieux avec qui voilà, c'est très agréable de travailler. Et donc, quand j'ai eu cette envie de Kafka, je lui ai tout de suite écrit en me disant, bah, Grégory, qu'est-ce que vous en pensez?
j'aimerais faire un livre sur Kafka. Et le seul reproche que je peux lui faire, c'est qu'il m'a dit d'accord, mais on ne va pas le sortir en 2024 parce qu'il va y avoir plein de livres en 2024, donc on va le sortir en septembre 2023 pour prendre de l'avance sur les autres. Et ce faisant, il a volé 3 mois de ma vie puisqu'il m'a épuisé en m'obligeant à faire le livre très très vite. Mais oui, pour moi, c'était important d'avoir un éditeur aussi de confiance parce que justement, le projet a pas mal bougé. Au début, je dit, je vais faire une grande biographie, puis après, j'ai dit non, ça ne marche pas et tout. Donc, il fallait aussi que j'ai quelqu'un avec qui je pouvais être en confiance et en dialogue pour justement pouvoir rebondir. C'est vrai qu'un jour, je lui dis bon, bah, je laisse tomber le projet et tout. Il m'a dit, mais non, Raphaël, cherchez encore un peu, regardez, vous pourriez peut-être faire autre chose. Et je dis, ah oui, en fait, sinon, j'ai un peu cette idée que ça pourrait être centré sur la nuit du 22-23 septembre et tout. Il m'a dit, bah, essayez, vous allez voir si ça marche. Et puis, donc, en effet, j'ai suivi ce fil et ça a marché, quoi. Donc, voilà, pour ce genre de livre qui, on va dire, n'est pas hyper standard, c'est important aussi d'avoir un éditeur avec qui on peut dialoguer et qui est un peu ouvert au changement, on va dire, aux mutations du projet. C'est pas la même chose, si vous voulez, que si on vous dit, voilà, on va faire un livre, tout est calibré en amont. En effet, l'éditeur vient me voir en disant, voilà, j'aimerais que tu fasses un truc comme ça sera 250 000 signes, il faut que tu racontes la vie de l'auteur, en résumé, et tout ça. Ça, c'est pas quelque chose qui m'aurait intéressé, donc je l'aurais pas fait. De toute façon, moi, c'était aussi un livre où je cherchais des choses. Comme je l'ai dit au début, je cherchais une façon aussi, moi, de m'intéresser à ce que c'est que la biographie et ce que peut être un texte biographique, quoi. Donc, en effet, il fallait que j'ai en face de moi un éditeur qui soit prêt à jouer ce jeu de la recherche. Bonsoir. J'ai 2 questions qui sont un petit peu liées. La première, comme vous êtes également romancier, c'est qu'est-ce qui vous est plus agréable ou plus facile d'écrire? Est-ce que ce sont plutôt les romans, les essais, ou est-ce que ça dépend de vos inspirations? Et puis la question qui est un petit peu liée, c'est qu'il se dit que vous écrivez sous pseudonyme des romans, voilà, peut-être plus accessibles ou plus grand public. Et je voulais savoir si c'était vrai et si oui, quel est votre pseudonyme, puisqu'on est en petit comité. On n'est pas du tout un petit comité parce que comme vous voyez en haut à gauche de votre écran, il y a un petit bouton rouge qui dit recording. Et tout ça va finir je pensais essayer de... Voilà. Bon. Mais en revanche, ça n'est pas un secret puisque il n'y a pas très longtemps dans le monde qui faisait dans le monde des livres, il y avait un article sur les revenus des écrivains. Donc j'ai répondu à Raphaël Léris, le journaliste, en évoquant le fait qu'il m'arrivait de publier des livres sous pseudonyme. Mais de la même façon que dans cet article du Monde, je m'en suis tenu là, je m'en tiendrai là aussi ce soir. En ce qui concerne votre première question, en fait, c'est une question très intéressante. C'est vrai que l'écriture de romans et d'essais, c'est très différent. Je dirais qu'en fait, le roman, c'est plus fatigant, mais plus facile. Alors que le roman, c'est plus cool, mais plus difficile. Donc, pour essayer de détailler ça rapidement, en fait, quand je fais un essai, déjà, j'ai souvent une contrainte de temps, peut-être parce que ce Grégory qui est toujours là, je vérifiais s'il était parti, mais il est toujours là, en général, me donne quand même un délai en me disant, voilà, on va le sortir à telle date, donc il faudrait que tu me rendes le texte à telle date et tout. Donc j'ai une espèce de chronomètre, ce que j'ai rarement pour les romans. Les romans, on est quand même beaucoup plus souple. Donc ça, c'est une certaine contrainte. Et donc, il faut produire et puis il faut rassembler ses idées. Voilà, c'est un exercice qui est très particulier, mais bon, voilà, qui est presque un peu parfois, j'allais dire scolaire, mais c'est pas le bon terme, mais en tout cas, qui est un exercice de rigueur, je dirais. Une fois que c'est fini, c'est fini. Il y a quelque chose de simple, quoi. Alors qu'un roman, c'est très différent parce qu'en fait, un roman, déjà, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. On commence un livre, on ne sait pas quelle taille il va avoir. Parfois, on a une idée, ça devient tout autre chose, etc. Et ensuite, un roman, c'est un texte qui a plusieurs vies. Beaucoup plus qu'un essai. Un essai, bon voilà, parfois on essaie, ça ne marche pas, etc. Mais en fait, un roman, c'est souvent un texte. Moi, en tout cas, je me rends compte très souvent, j'écris, puis à un moment donné, j'ai un premier état de manuscrit. Donc là, je
je le fais lire à ma femme, qui est toujours ma première lectrice. Alors, c'est le cas aussi pour les essais, mais c'est un peu différent. Parce que pour les romans, moi-même, je ne sais pas exactement ce que je suis en train de faire. Je perds un peu le contrôle, on va dire, sur le texte. Donc, elle le lit en général, et là, on se met à en parler. Et en fait, c'est par ce dialogue que je comprends mieux aussi ce que moi, je suis en train de faire. Elle me fait voir, en fait, ce que moi, je ne vois pas forcément de ce qu'est le livre, de ce que n'est pas le livre. Et souvent, j'étais parti dans une idée, et puis finalement, c'est devenu tout autre chose, quoi. Et à partir de ce moment-là, je vais retravailler le texte une fois, deux fois, trois fois, je vais lui faire relire, etc. En fait, le texte va vraiment beaucoup, beaucoup changer. Et c'est seulement une fois que j'aurai vraiment quelque chose dont je pense que le texte est fini. Alors là, je vais le confier à l'éditeur, et il y aura évidemment encore des changements, mais la nature du texte changera plus complètement. Donc c'est beaucoup plus organique. L'essai, on va dire, à partir du moment où j'ai trouvé la façon de faire, alors en effet, je le fais à ma femme, elle me fait des remarques, mais je ne sais pas comment dire, c'est pas organique, quoi. C'est un objet plus froid, quoi, un essai. Donc voilà, c'est plus facile, mais c'est pas le même plaisir, parce que quand j'écris un roman, bon voilà, il y a quelque chose qui est il y a une vibration qui va se mettre en marche. Et ça, c'est ce que j'aime le plus dans l'écriture, quoi. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas de plaisir justement dans les essais, parce que quelque part, je suis un peu soulagé de ce poids, parce que c'est quand même un poids, en effet, d'écrire des romans, de bien le mener jusqu'à son terme. Alors, j'avais deux dernières questions. Raphaël, tu voulais réintervenir, Agnès? J'ai vu ton micro allumé. Non, c'est bon. J'avais deux dernières questions, Raphaël, avant que vous nous lisiez un dernier extrait pour terminer cette rencontre. La première, c'est sur le fait que le verdict comprenait peu de rature, vous le dites, peu de rature, peu de repentir, peu d'hésitation. Est-ce que finalement, vous aussi, ça vous arrive peut-être d'avoir un texte comme ça que vous délivrez, que vous écrivez sans vous arrêter, alors, pas forcément au terme d'une nuit, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de très rare, j'imagine, pour un écrivain d'interagir avec son stylo, avec l'ordinateur, de manière ininterrompue ou presque. Ouais, alors d'abord, je voulais vous montrer, ce que vous me posez cette question. Je suis allé rechercher, pour vous le montrer, les pages, j'espère que vous voyez bien, les pages du manuscrit donc ça, c'est le format original, on va dire, des cahiers d'écrivain de Kafka, de son journal, dans lequel il écrit le verdict. Donc c'est sorti là cette année, le facsimilé, et donc on voit en effet qu'il y a très très peu de rature. C'est assez fascinant de voir en effet un texte qui arrive comme ça. Nous, c'est très différent parce qu'on écrit maintenant, enfin en tout cas, moi j'écris avec un ordinateur. Le rapport au texte est plus du tout le même, parce qu'en fait, on n'a plus conscience exactement justement du retravail qu'on a fait, s'il est très important ou s'il n'est pas très important. C'est très difficile. Ce qui est sûr, c'est que ce que lui décrit, Kafka, quand il décrit cette nuit d'écriture, et l'incroyable sentiment de puissance qu'il a et tout ça, parce qu'il ne s'arrête pas et tout. Ça m'arrive, moi, parfois, lorsque j'écris des romans, de me sentir dans cet état-là, c'est-à-dire avoir l'impression d'être au-dessus, quelque part, pas en dessous, mais au-dessus, c'est-à-dire, c'est comme si voilà, j'étais au-dessus de mon texte et que j'arrivais complètement à le faire arriver. J'ai une excitation incroyable à écrire, et tout me semble parfaitement venir, ainsi de suite. Après, ça ne veut pas dire qu'ensuite je ne reprendrai pas le texte. Mais c'est vrai il y a des moments comme ça où je me sens complètement transporté. Alors moi, je n'écris jamais aussi longtemps que lui, ça, j'en suis pas capable. Mais oui, je trouve que c'est quelque chose et je pense que c'est aussi ça qui m'a fasciné dans cette nuit, et que c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est que c'est tellement magique le moment où on est embarqué par l'écriture, et que quelque chose est plus fort que tout, en fait. C'est plus fort que justement, on ne pense plus à rien d'autre que ce qu'on est en train d'écrire, et le sentiment de maîtrise qu'on a de l'écriture. Après, encore une fois, il faut arriver à reproduire ça tous les jours pour faire un livre entier. Moi, je n'écris pas de nouvelles, alors peut-être que justement, quand on écrit des textes très courts, on peut maîtriser l'ensemble de la chaîne, comme il le fait. Mais moi, de toute façon, comme à la fin, c'est des romans,
ça va être beaucoup de travail pour que l'ensemble tienne. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Kafka, il avait plus de mal avec les romans, sans doute aussi pour cette raison, parce que c'est un autre exercice d'avoir le sentiment qu'on maîtrise l'ensemble du gros bloc qu'est maintenant un livre entier, quoi. Ouais. Qui compose, qui concerne deux sous-questions. C'est la première, c'est Éric Chevillard qui intervient dans les remerciements, peut-être savoir dans quelle mesure il est intervenu. Et la deuxième sous-question, je vous cite, tout à l'heure on parlait de la figure emblématique des auteurs, la photo notamment des auteurs, vous dites, je vous cite, donc c'était à l'occasion de Jeux Nouveaux, je suis un peu décontenancé, assez déprimé, disons-le clairement, par le fait qu'il n'y ait quasiment plus aucune résistance à cette manie délirante consistant à penser qu'on doit illustrer l'existence d'un livre par le visage, ou le corps entier, de son auteur. Rabat, 4e de couverture, dépliant publicitaire. En librairie, il m'arrive souvent de croiser des visages d'auteurs contemporains. Je finis par mieux connaître leurs traits que leurs livres. Ben oui, c'est quelque chose que je trouve un peu dur, moi, dans notre monde actuel, où en effet l'image de l'auteur et en général de l'artiste d'ailleurs est plus importante que son œuvre. Je crois que c'était dans Jeux Nouveaux, dans une des notes de Jeux Nouveaux, je citais une phrase de Michel Leiris qui datait des années 60, où il disait on va arriver à un moment où la représentation de l'artiste sera plus importante que l'œuvre d'art elle-même. Et c'est vrai que par certains côtés, j'ai l'impression qu'on est arrivé à ce moment-là. La question de la représentation l'emporte sur le contenu. Bon, j'allais dire je suis de la vieille école, mais c'est pas une histoire d'âge, puisque depuis que je suis tout jeune, je m'oppose à ça. Pendant longtemps, je dis, mais même pas photo de moi. Et puis bon, voilà, je suis arrivé à une espèce de compromis où j'accepte d'être pris en photo, mais simplement en situation, c'est-à-dire que je ne pose pas, je fais pas l'écrivain comme ça. Je suis pris en photo si je suis en train de parler, et donc les photos sortent après. Voilà, j'ai décidé que je n'étais pas complètement enfermé comme Thomas Pynchon en son temps, c'est-à-dire complètement invisible. Mais c'est vrai que voilà, je suis un peu fatigué par la surprésentation, le délire presque de visibilité des artistes, comme si, et puis sans parler évidemment des réseaux sociaux, puisqu'en fait maintenant il faut se vendre en permanence aussi sur les réseaux sociaux. Tout n'est que affichage. Et bon, voilà, je résiste à ma façon. C'est pas toujours facile parce que c'est vrai que commercialement, du coup, je perds un peu en visibilité. Mais c'est vrai que ça me semble important de rappeler que là, je suis en train de lire les lettres de la correspondance de Samuel Beckett. Ça fait énormément de bien de voir l'incroyable rigueur dans laquelle il est, le refus de toute forme d'interview, de toute explication. En fait, c'était possible, quoi. C'était possible de ne pas jouer le jeu médiatique tout en étant quand même reconnu comme un écrivain, quoi. Donc, ah oui, alors pour répondre à ces questions, écrire sous pseudo, ça c'est pas du tout lié à cette question de la représentation. Si j'écris sous pseudo, c'est parce que les livres que j'écris sous pseudo sont très différents des livres que j'écris sous mon nom. Donc, ça me permet d'avoir deux œuvres, on va dire, qui fonctionnent en parallèle l'une de l'autre, sans que chacune empiète sur l'autre, sans que justement les lecteurs, même si de plus en plus les lecteurs finissent par savoir qui est qui. Néanmoins, ça me permet, moi, en tout cas, d'avoir le sentiment que c'est deux choses très différentes et de défendre ça. Peut-être qu'un jour, je finirai par réunir les deux identités, mais pour le moment, ça me permet en tout cas de creuser deux sillons différents. Premier témoin, il y a deux adresses mail différentes, donc clairement, il y a une séparation totale. Bien sûr. Oui. Et alors, Éric Chevillard, c'était ma dernière question. Ah oui, Éric Chevillard, en fait, Éric Chevillard, c'est un écrivain que j'aime depuis que je suis tout jeune, que j'ai publié dans mes différentes revues et avec qui je suis devenu ami. Et on était en correspondance, enfin, on s'écrit de temps en temps. Et donc, au moment où j'étais en train de bloquer un peu sur ce projet, j'ai écrit quelque chose qui ressemble à l'introduction qui est maintenant dans le livre, mais je l'ai un peu modifié. Et donc, je lui ai envoyé pour lui demander son avis en disant, voilà, je sais pas s'il faut que je continue, je suis un peu dans le doute et tout. Et il m'a envoyé un mail très gentil en me disant qu'il trouvait que c'était un super projet, qu'il fallait que j'aille au bout et tout ça. Et donc, ça a fait partie des choses qui m'ont en effet
motivé pour continuer, pour m'accrocher, parce qu'en effet, j'étais un peu dans le doute, justement, dans ce fameux doute kafkaïen. Donc je le remercie pour ça, parce que c'est important, je pense, voilà, d'avoir des figures pour lesquelles on a à la fois une forme d'admiration et d'amitié, sur lesquelles on peut compter justement qu'on est un peu à s'interroger sur le sens de ce qu'on est en train de faire. Et donc voilà, il a joué ce rôle à ce moment-là, donc je l'en ai remercié à ce moment. Voilà, donc c'est la toute fin de mon livre, mais comme vous le remarquez, il reste encore, parce que justement, il y a tout le des pages, il y a tout le travail de suite et qu'on ne peut pas divulguer. Voilà, de biblio, de chronologie, etc. Donc c'est la fin. Il faut pourtant accepter de s'arrêter, accepter de mettre un terme aux recherches et à son propre récit. Le récit de cette nuit-là, qui raconte comment Franz Kafka est devenu Franz Kafka. Tant de livres sur Kafka, disais-je au début. Oui, tant de livres. Et c'est parce que le sujet est inépuisable. Où qu'on porte son regard, tout est passionnant, tout est vibrant. Chaque moment de sa vie, chaque lettre, chaque phrase de son journal. Max Brod est mort, Franz Werfel est mort, Franz Blei est mort, Oscar Baum est mort, Jacob Wassermann est mort. Tous les contemporains de Kafka sont morts. Se pencher sur leurs journaux, leurs correspondances, ne provoque pas grand-chose d'autre qu'un intérêt historique. Kafka, lui, est toujours vivant. Chacun des mots nous touche encore. Il était plus intense que les autres. On n'en fera jamais le tour. Vous connaissez l'histoire du caillou offert à Max Brod? On est le 27 mai 1910. Kafka a écrit à Max Brod pour son anniversaire. Voilà pour toi, cher Max, 2 livres et un caillou. Je me suis toujours efforcé de trouver pour ton anniversaire quelque chose qui, par son insignifiance, ne risquerait pas de changer, de se perdre, de s'abîmer, ni d'être oublié. Si tu le gardes dans ta poche, il te protégera. Si tu le laisses dans un tiroir, il ne sera pas non plus inactif. Mais si tu le jettes, ce serait mieux. Car sais-tu, Max, l'amour que j'ai pour toi est plus grand que moi. Je l'habite plus qu'il ne m'habite. Et il ne trouve par ailleurs qu'une médiocre prise dans mon être mal assuré. Mais ce caillou lui offre une maison de pierre. Et puis un caillou comme ça ne peut pas mourir, ou alors dans des temps lointains. Et tu ne peux pas non plus l'oublier, parce que tu n'es pas obligé de t'en souvenir. Et enfin, tu ne peux même pas le perdre définitivement, car tu le retrouveras sur le premier chemin de gravier venu, précisément parce que c'est le premier caillou venu. Ce caillou, offert par Kafka en 1910, n'a pas été oublié. Il n'a pas été jeté non plus. Max Brod l'a conservé toute sa vie. Il est encore présent dans ses archives, à Tel Aviv. Il faut imaginer Brod le 14 mars 1939, alors que les nazis s'apprêtent à envahir la Tchécoslovaquie, réunissant dans quelques valises les manuscrits, cahiers et lettres de Kafka et ce caillou. Un caillou comme ça ne peut pas mourir. Quand on lit cette lettre sur le caillou, on comprend que Max Brod est écrit dans son roman « Le royaume enchanté de l'amour » à propos de Gartha, le double de Kafka. Vous auriez dû le connaître. Il détenait une part d'infini. On se sentait transformé en sa présence. Le bonheur de l'avoir connu est un bien précieux. Nous n'avons pas le bonheur de l'avoir connu, mais nous avons un autre bonheur, de le connaître quand même par les traces qu'il a laissées. Elles seront toujours là et nous ne cesserons d'y replonger. Pour cette rencontre, pour ce livre qui évidemment se lit d'une manière extrêmement rapide, puisque tout simplement on ne le lâche pas. On a dit tout à l'heure que ce n'était pas un roman, mais il y a ce jeu de texture et ce jeu peut-être de poupée russe qui fait que le livre finalement se lit extrêmement rapidement. Ce n'est pas une thèse, ce n'est pas une biographie, et c'est quand même important de le préciser. Et vous avez du Raphaël Meltz et du Franz Kafka, en veux-tu, en voilà. Donc c'est quand même très intéressant, et évidemment je vous apprécie dans les 2 pseudos, et j'espère vous recevoir peut-être bientôt sous une autre bannière.
Bien, merci à vous toutes et à tous. Et à bientôt alors. Très bientôt, Raphaël. Au revoir tout le Merci, au monde. revoir. Au revoir, merci. Au Au revoir. revoir à tous.